Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview sur Boursorama, c'est le professeur d'économie Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Professeur d'économie à l'ESCP. La Cour des comptes, on en parle bien sûr, c'est toujours dans l'actualité, qui nous a alerté sur le fait que la France dévie dangereusement de sa trajectoire budgétaire. En gros, si on ne fait rien, on serait à 3,2% en 2017. C'est grave de peut-être à 3,2%, franchement. Non, il y a nos engagements européens, c'est vrai qu'on passe pour des guignols, mais je crois qu'il y a deux niveaux d'interprétation du discours de la Cour des comptes. D'abord, il y a un discours qui est traditionnellement alarmiste dans la Cour des comptes et il y a un problème. Didier Migaud, son premier président. Voilà, il y a un problème de communication. Il n'arrête pas de dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. À la limite, on pourrait leur dire mais à quoi vous servez alors si vous n'êtes pas capable d'inciter, d'orienter, de faire en sorte que les pouvoirs publics redressent la situation depuis le temps que vous dites que ça ne va pas. La Cour des comptes sert à rien? Je pense que la Cour des comptes devrait s'interroger effectivement sur la réalité et l'effectivité de son utilité, parce que ces rapports nourrissent une presse anecdotique, mais sur le fond, ils ont assez peu d'impact sur la réalité des actions publiques réellement construites. Donc c'est peut-être parce ce sont des suggestions, ce sont oui, des il faudrait peut-être la rattacher comme dans certains pays au Parlement, il faudrait peut-être lui donner des missions plus précises, il faudrait peut-être mieux coordonner son action avec la direction du budget. Je crois qu'il y a une réflexion structurelle à faire. Mais sur le fond. Et sur le fond, le deuxième élément, c'est que je pense effectivement, on est passé de 2,8 à 3,2, donc symboliquement, effectivement, vis-à-vis notamment des instances européennes, on a dépassé ce seuil de 3%, qui est un engagement juridique, mais je crois qu'il faut aller au-delà de cet engagement, qui était un engagement très très fort et très important dans les années 90, quand il s'agissait de rentrer dans l'Union économique et monétaire. Maintenant, l'interprétation que l'on fait de la situation des finances publiques d'un pays est plus subtile et elle se positionne davantage par rapport au cycle économique. Or, je crois que ce qui est inquiétant dans ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'alors que nous sommes dans une phase assez favorable du cycle économique, les finances publiques ne se redressent pas. Et donc, le véritable questionnement, c'est pourquoi cette... Avec ce niveau de croissance, on devrait avoir un déficit plus proche de 2, 2,5 si les comptes étaient bien gérés? Oui, on devrait même être pratiquement à l'équilibre, comme certains pays d'Europe du Nord. L'Allemagne dégage des excédents, certains pays sont quasiment à l'équilibre. Les deux pays qui sont véritablement en situation sur le plan des finances publiques dans les grandes économies en situation délicate, c'est la France et le Royaume-Uni. Et donc le Royaume-Uni se combine en plus dans les deux cas avec un déficit extérieur relativement important. Donc ce sont deux pays qui clairement, comme aurait dit Raymond Barre, vivent au-dessus de leurs moyens. Et donc la question, c'est pas tellement les 3%, c'est quelle est la situation structurelle de ces économies qui fait que pourquoi ces économies vivent systématiquement et de façon durable au-dessus de leurs moyens. Ce qui gêne personne, puisque l'État français, on le rappelle, on le dit souvent, s'endette tranquillement à 0,7% à 10 ans. Donc ça peut durer encore longtemps. Ah oui, ça ne gêne personne. Non, mais c'est pas, comment dire, il n'y a pas une pression des marchés pour nous dire à la France, bon, il faut arrêter de vivre au-dessus de vos moyens pour faire des économies. Oui, alors il y a deux choses qui jouent. La première, c'est l'état d'esprit de la cagnotte. Vous vous souvenez, le discours de Jacques Chirac, c'est quand ça va mieux, oui. On n'en est plus là. On n'en est plus là. On n'en est plus là, on a dépassé ce stade. Déjà parce qu'il n'y a pas de cagnotte. Oui, alors il n'y a pas de cagnotte et il n'y a pas de cohabitation. Donc normalement, il y a une forme de règlement de compte politique qui n'existe plus, comme c'était le cas au moment où Jacques Chirac a parlé de ça. Mais je pense que concrètement, il y a quand même un état d'esprit où l'absence d'urgence fait qu'on se dit, mon Dieu, c'est un peu ce qu'on appelle l'effet du baril. Encore 5 minutes, monsieur le bourreau, on ne va pas agir maintenant au moment où finalement on a un peu de respiration, profitons-en et puis on verra après. Et deuxièmement, parce que les réformes à mettre en œuvre sont des réformes sur la dépense publique. Les efforts sur la fiscalité ont été faits, même au-delà. C'était entre 2011 et 2013. Les hausses d'impôts. Il y a eu un matraquage fiscal qui fait qu'on a vu que cet outil-là n'était plus réellement disponible. Donc il faudrait s'attaquer à la dépense. Et là, on heurte des lobbies, des castes bureaucratiques, des intérêts de tout un tas de gens qu'il faut prendre de front. Bon, mais la question qu'on se pose, c'est de savoir si aujourd'hui, les promesses d'Emmanuel Macron, maintenant il est au pouvoir, est-ce qu'elles sont en péril? Parce que justement, il y a deux promesses contradictoires. Il y a beaucoup de baisses d'impôts et il y a le respect des 3% de déficit public. Est-ce qu'il va devoir faire un choix? Et lequel? Alors, encore une fois, pour sortir de ce dilemme, qui est un dilemme ancien, depuis 1983, quand Mitterrand avait dit je vais à la fois baisser les prélèvements obligatoires et réduire le déficit budgétaire, tout le monde avait dit et comment il va faire? Et il avait répondu mais la solution, c'est de baisser les dépenses. Et on en revient toujours là, c'est-à-dire la quadrature du cercle, elle trouve sa solution, elle trouve la résolution du problème au travers de la baisse des dépenses. Quant à ces promesses, ce qui est intéressant chez Emmanuel Macron, c'est qu'il y a eu 3 Emmanuel Macron. Il y a eu le ministre, qui tenait des propos assez audacieux sur la concurrence, qui défendait la loi qu'il avait héritée de Montebourg, qui étaient des propos sur une combinaison entre réforme et l'État, baisser les dépenses publiques et augmenter le niveau de concurrence globale dans l'économie. Il y a eu le candidat,
qui a fait les promesses dont vous parlez, dont certaines étaient quelquefois un peu bizarres, voire loufoques, comme le rétablissement du service militaire. Et puis il y a maintenant le Emmanuel Macron, dit jupitérien, qui nous gouverne. Et donc je pense qu'il va être obligé de faire le tri entre le projet, parce qu'il parlait de projet à un moment donné, le programme, c'est-à-dire les promesses irréalisables, et les ambitions futures. J'espère qu'il va revenir à l'esprit du projet, abandonner le programme, c'est-à-dire concrètement qu'il va baisser les dépenses publiques et laisser tomber un certain nombre de promesses inutiles. Alors, quelles sont les promesses inutiles? La taxe d'habitation? La taxe d'habitation, c'est-à-dire... Bah ouais, mais elle va dire ça à ceux qui vont moins la payer, ils sont contents. Hein. Ah oui, oui, mais toute personne à qui vous baissez les impôts est heureuse, mais elle n'est pas forcément reconnaissante. Vous savez, c'est ce que disait Machiavel, il disait ça sert à rien de beaucoup dépenser et de baisser beaucoup les impôts, parce que les gens sont assez fondamentalement ingrats. Donc il vaut mieux regarder ça avec une vision un peu extérieure à ce qu'on peut retirer de la dépense publique en termes de popularité. Je pense qu'il faut effectivement qu'ils prennent un peu de hauteur par rapport à ses promesses, au contexte et tout ça. Ces deux promesses essentielles, c'est qu'il a été le candidat de l'Europe. Et donc, ils réagissent en termes de possibilité pour la France de réexister au niveau européen. Mais pardon, je coupe, c'est pour ça justement qu'il tient à ces 3%, parce que s'il veut faire avancer l'Europe, il estime que la voix de la France doit peser. Et pour peser, il faut respecter ses engagements et être sous 3% pour derrière montrer à l'Allemagne, on fait des réformes sur le marché du travail, on est en dessous des 3% ou on les tangente. Et donc, allez-y, on y va, on fait un budget commun, on fait un ministre des Finances commun et on réoriente l'Europe. C'est ça, c'est le deal qu'il veut faire. Oui, oui. L'avantage des réformes qu'il doit faire, l'avantage des mesures qu'il doit prendre à la fois sur le budget et sur l'ensemble des marchés en améliorant le degré de concurrence sur les marchés, c'est qu'à la fois ça rencontre les attentes de Bruxelles et de Berlin, et donc ça repositionne la France vis-à-vis de l'Europe, et puis ça correspond à une nécessité, c'est pas uniquement une focade de nos partenaires, ça correspond à une nécessité et à un besoin de l'économie française. Et le deuxième élément, c'est que c'est quand même quelqu'un qui, lorsqu'il était à l'Élysée, avait fait mettre dans un des discours de Hollande la formule célèbre « Nous sommes là pour préparer la prochaine génération et non pas la prochaine élection ». Et donc je pense qu'il faut qu'il s'inscrive aussi dans une logique où il est là pour préparer la prochaine génération, pour faire des réformes à long terme. Dans la durée, mais à court terme, il y aura le projet de budget à la rentrée 2018. C'est là où tout va vraiment commencer, où le roi sera nu. Parce que pour le coup, on se pose la question, est-ce qu'il ne va pas s'asseoir sur certaines de ses promesses? On a vu cette semaine, d'après les propos de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, que la transformation du CICE en baisse de charges pérenne pour les entreprises, ça ne serait peut-être pas pour 2018. Le programme disait, je sais qu'il faut prendre de la hauteur, mais c'était le 1er janvier. D'après l'opinion, on les avait cette semaine sur le plateau, ils nous ont dit, j'en ai de l'opinion, ils en ont fait leur manchette, hein, l'ISF recentré sur l'immobilier, ça sera a priori pas pour 2018 non plus, ou voté pour 2018, mais mis en application en 2019. Oui, je crois que dans ce budget il y a un vrai sujet, là. Oui. Ah oui, c'est le nœud gordien, c'est là que tout se noue et se dénoue. Et donc le projet de budget, le projet du budget, encore plus que la loi travail, d'autant plus que c'est assez clair ce qu'il faut faire sur la loi travail. La seule crainte que l'on peut avoir, c'est ce que l'on constate dans les reculs du moment. Il faut que par-delà les annonces de recul, au moment où les ordonnances vont être réellement signées. Quelle annonce de recul? Après, on parle de deux choses en même temps, mais on finit la parenthèse. Mais on est en train de dire que dans la loi travail, que sur la hiérarchie des normes, ce sera moins de sujets où on pourra discuter, on pourra discuter. On voit apparaître. Il faut laisser faire un peu de concession aux syndicats. Oui, mais il y a un moment où aussi, de toute façon, quand on est sûr d'avoir les gens dans la rue, il faut qu'au moins ils soient dans la rue pour quelque chose, et pas uniquement pour des symboles, mais qu'ils soient effectivement, que le bilan de l'opération, par-delà leur manifestation et leur protestation, soit des modifications. Donc le gouvernement recule un petit peu sur l'ambition de cette loi travail. Oui, je pense, je le crains, mais il y a quand même un héritage de la loi El Khomri qui n'est pas aussi négligeable que les commentateurs le font. C'est-à-dire le pied dans la porte a été mis par cette loi El Khomri, et je crois que là, de toute façon, un certain nombre d'acquis sont derrière nous. Le véritable enjeu, c'est effectivement ce budget. On revient au projet de budget 2018 à l'automne. Et donc je crois que dans ce budget, il faut effectivement un certain nombre de baisses d'impôts qui sont les baisses d'impôts économiquement utiles. Alors lesquelles? Il y en a. Et quelles sont lesquelles sur lesquelles il pourrait s'asseoir aussi? Je pense qu'il y a 3 mesures sur lesquelles il faut absolument qu'il soit ferme. La première mesure, c'est la suppression de l'ISF, même s'il est... Enfin, la réduction de la base de l'ISF. Ça vous plaît, ça vous, qu'on enlève de l'ISF tout ce qui est valeur mobilière, placement financier? Oui, c'est une façon de favoriser l'épargne, et c'est une façon de favoriser le financement de l'économie française dans une situation où l'économie française a un problème de financement. C'est-à-dire que l'économie française manque d'épargne, manque d'actionnaires, manque de gens qui viennent s'investir sur des projets risqués. Et qu'on
garde la base immobilière qui est effectivement un projet moins risqué. Et qui a priori est reporté, c'est ce que nous a dit l'opinion cette semaine. Oui. Alors on attend évidemment c'est pour ça, je dis, il faudrait qu'il revienne et qu'il soit ferme là-dessus. La deuxième, il y avait un programme qui avait été fixé par le précédent gouvernement auquel il appartenait à l'époque où il était encore dans les sociétés. L'impôt sur les sociétés. Il faut continuer la baisse de l'impôt sur les sociétés. Qui est prévu, il faut expliquer, qui est prévu en fait l'IS doit descendre à 28 par tranche jusqu'en 2020. En 2020, voilà, la France sera en théorie à 28. Ça, c'était voté sous François Hollande. Et là, pour le coup... Là, il faut continuer. Là, il faut aller à 25 en 2022. Voilà, il faut aller très rapidement. Le gros du chemin est fait d'ailleurs. Oui, il y a encore. On passerait de 28 à 25. Oui, absolument. Il y a encore du chemin à faire, mais on voit bien que ce n'est pas totalement inaccessible. Et puis le troisième élément, c'est sur l'histoire du financement de la sécurité sociale par la CSG. Je pense que là aussi, la CSG est un outil qui correspond davantage à l'évolution de l'économie. Et donc, la montée en puissance de la CSG, la simplification de la CSG, parce que depuis l'époque de Rocard, qui était une idée de faire un impôt avec une large base et un faible taux, on a augmenté le taux. Sous Rocard, on a commencé quoi, 0,5 1,1%. 1,1, voilà, un truc comme ça. Ouais. Oui. Et donc maintenant, donc maintenant, on commence à avoir des taux qui ont cessé d'être faibles, mais il faut garder quand même la logique de la flat tax. Et il faut mettre en regard de ça, encore une fois, un programme d'économie sur lequel il faut être extrêmement sérieux. Et, pour l'instant, c'est vrai qu'on l'a souvent dit, entendu pour tous les candidats, mais aussi pour Emmanuel Macron, c'est pas tellement étayé. Et quelque part, le rapport de la Cour des comptes va contraindre sûrement le gouvernement à sortir du bois et être plus clair sur ces 60 milliards d'euros d'économie. Ah oui, je pense. Et il ne faut pas hésiter à se dire, écoutez, sur les suppressions d'emplois, ce n'est pas uniquement le départ à la retraite qui doit être pris en compte. Dans les propositions qu'avait faites François Fillon, c'était de regarder tous les gens qui partaient, indépendamment du départ à la retraite. Il y a des gens qui partent pour des raisons de convenance personnelle, il y a des gens qui partent parce qu'ils sont en contrat à durée déterminée, le contrat à durée déterminée arrive à son terme. Il faut utiliser toutes ces souplesses pour réduire les effectifs de la fonction publique. Et même à un moment donné, dans certaines fonctions et dans certains corps administratifs, on avait pris des mesures d'incitation au départ. Il faut commencer à envisager des incitations au départ. Il faut voir que l'essentiel de la dépense publique, c'est de la dépense salariale, et donc indépendamment des transferts, indépendamment de la sécurité sociale, indépendamment de la mécanisme assurantiel, et il faut voir que c'est là qu'il faut faire porter le fer. Le deuxième aspect, c'est sur ces aspects de transfert, et le président de la République a annoncé qu'on allait supprimer le RSI. Ouais. Et donc, il ne faut pas 6 mois. Voilà, il ne faut pas uniquement envisager la sécurité sociale et le financement des prestations sociales sur un aspect un peu punitif. Le RSI n'a pas bonne presse. Le RSI est vécu comme étant... à juste titre, parfois. Oui, à juste titre. Oui, assez tracassier. Bon, il a des problèmes informatiques. Il faut dépasser une réflexion sur l'incapacité éventuelle des équipes d'informatique pour réfléchir à ce que doit être le financement de la sécurité sociale. Bon, donc le vrai sujet, ce sera ce projet de budget 2018. Plus important encore que la loi travail, parce que le travail, c'est quoi? C'est beaucoup plus important. C'est envoyer un signal à l'étranger, c'est ça? C'est envoyer un signal à nos partenaires au travail? Le véritable enjeu dans la politique qui est menée dans ce pays depuis grosso modo l'entrée dans l'Union économique et monétaire, c'est de trouver un équilibre entre 3 piliers, c'est-à-dire la réduction du déficit budgétaire, l'introduction de davantage de concurrence dans l'économie et une espèce de vision assez politique où on affirme que la France, parce qu'elle a encore un budget militaire important, que la France est un pays qui est incontournable. Alors on a beaucoup fait pour le côté militaire, on est une grande puissance, on est un membre du Conseil de sécurité, etc. De temps en temps, on fait effectivement des lois sur la concurrence. La loi Macron, qui était en fait un héritage de la loi Montebourg, était dans ce sens-là. Ce sur quoi on est en situation d'affaiblissement, c'est toujours les finances publiques. Alors, on peut continuer à donner des gages sur davantage de concurrence, mais ça ne résoudra pas le problème qui reste le problème essentiel, c'est que nos finances publiques sont dans un état lamentable. Et ce, indépendamment d'ailleurs des contraintes européennes. C'est-à-dire que tout pays qui se respecte ne peut pas vivre durablement avec un déficit budgétaire. Et c'est ce qui fait que c'est compliqué d'aller plus loin en matière de baisse de la fiscalité, puisqu'on a tout se tient. Tout se tient. La seule réponse, la quadrature, comme je disais, le nœud du problème, l'essentiel, c'est de baisser les dépenses publiques. Ouais, mais c'est peut-être le sujet sur lequel, pour le coup, Emmanuel Macron a été le plus flou. Ah oui, complètement. Complètement. Bon, on en saura peut-être un peu plus au tournant de l'été, notamment avec le projet de budget. On en reparlera ensemble, vous reviendrez. Et on reviendra. On manquait de temps, mais c'était juste Bruno Le Maire qui dit France is back devant un parterre de financiers américains pour les faire revenir, évidemment, pour bénéficier un petit peu des transferts d'équipes qui viendraient de la City. Vous y croyez, France is back
France is perhaps back, mais je pense qu'il faut que la France soit aimée, pas uniquement par les financiers de la City, il faut qu'il soit aimé aussi par les investisseurs français. Je suis toujours très surpris de voir... Il y a des choses, il y a le prélèvement libératoire forfaitaire à 30%, il y a, oui, mais il y a des choses pour les investisseurs. Oui, qu'on veuille toujours que ce soit les investisseurs étrangers qui viennent en France, mais le véritable investisseur français est le personnage le plus important de l'économie française. Voilà, il faut le rappeler. Merci à vous, merci pour ces commentaires. Jean-Marc Daniel, professeur d'économie à l'ESCP Europe, était votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama. Merci Jean-Marc. Et à bientôt. Au revoir.